les désordres introduits dans les processus de paix au Proche-Orient actuellement, car on ne peut pas, me semble-t-il, se détacher d'une actualité si dangereuse. Pour vous surprendre, je suis optimiste. Pour une fois. Tout simplement, je pense que même le gouvernement Netanyahou ne peut pas reculer, ne peut pas renverser le cours des choses. Les accords d'Oslo seront respectés. Ça a pris un peu de temps et j'espère que bientôt, le gouvernement Netanyahou, avec les Palestiniens, vont donc procéder à résoudre le problème de Hébron et ensuite tout le reste. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ce qui a été fait ne peut pas être défait. On en a marre en Israël et chez les Palestiniens de voir cette souffrance, ces morts, parfois absurdes, de toutes les morts, dans ce cas, sont absurdes, inutiles et grotesques. Donc, espérons. Enfin, l'espoir ne peut pas être remplacé par quoi, en fait. Donc, faute de choix, j'espère. Et la deuxième chose que je vais vous demander, c'est quel recul avez-vous sur les transformations intervenues en Europe depuis maintenant 7 ans exactement, et que voyez-vous venir, et notamment depuis que l'Allemagne est réunifiée, notamment depuis que l'Union soviétique a volé en éclats, conservant en son sein le grand empire de la Russie. Que voyez-vous venir? Est-ce que l'ordre petit à petit s'établit à vos yeux, ou est-ce qu'au contraire de graves questions, de graves pôles, lacs de désordre se profilent comme dangereux? Jean-Marie, avant j'étais optimiste parce que j'ai pu espérer, mais quand vous me demandez de prévoir, le problème est un peu plus difficile, car la prophétie chez nous, juifs, n'a pas bonne presse. D'abord, nous disons, enfin, nos sages nous disent que depuis la destruction du temple, la prophétie a été accordée seulement aux enfants et aux fous. Je suis plus enfant, mais un peu fou. Mais surtout, tous les prophètes sont morts d'une mort non naturelle. Alors, voulez-vous que je sois prophète maintenant? Non, non. Cela dit, vous savez, d'un côté, on peut dire que tout va bien. Le communisme a éclaté, a abdiqué, et donc il y a un peu plus de liberté, beaucoup plus de liberté dans l'ancien empire soviétique. Mais en Russie, il y a le chaos. Pour l'instant, c'est le chaos. Et il n'y a rien de plus dangereux, sauf la dictature, que le chaos. On sent que ce peuple se cherche un but, une structure, des dirigeants. Yeltsin qui est malade, qui gouverne donc en tant que malade, qui gouverne ce pays nucléaire. Les bêtes qui viennent d'être démis de ses fonctions du jour au lendemain. Par ailleurs, on peut dire aussi que dans d'autres pays, ça va mieux. En Hongrie, par exemple, ça va mieux, même en Roumanie, en Pologne. Donc la démocratie gagne. Et l'Allemagne vous inspire quoi? L'Allemagne, moi j'avais un peu d'hésitation il y a 7 ans, parce que c'était en novembre, et je me souviens que, ayant vu à la télévision ces jeunes qui célébraient, qui buvaient du champagne, j'étais très heureux pour eux et pour nous. Mais alors j'avais entendu à la télévision un discours politique de quelqu'un qui disait que ce jour-là, je pense que c'était le 9 novembre, était entré dans l'histoire. Et j'avais publié dans le New York Times un papier en disant que ça me fait peur, car le 9 novembre était déjà entré dans l'histoire. C'était la nuit du cristal. Et en Allemagne, on avait oublié donc la nuit de cristal pour célébrer. Mais les jeunes Allemands me font espérer. J'ai des étudiants, des élèves qui sont d'Allemagne, qui sont magnifiques. J'étais en Allemagne pour voir des jeunes il y a quelques mois. Donc, j'ai confiance. Comment, dans la mémoire des générations successives, ce qu'on pourrait appeler la faute du peuple allemand, va-t-elle
s'effacer? Comment s'en libèrent-ils? Les jeunes de cette génération que vous avez comme étudiants ont l'air d'en être totalement libérés. Ils sont très profondément européens, si ce n'est mondialistes. Est-ce que la génération d'après, qui aura vécu dans le grand espace allemand, ne sera pas tentée de mettre en parallèle la puissance économique qu'elle saura probablement retrouver, encore que ceci n'est garanti pour personne, l'énormité je dirais, de la sphère et de son hinterland, c'est-à-dire tout l'arrière-pays, et au fond, d'autres petits pays autour, dont le nôtre, même s'il n'est pas exactement petit, sa puissance ne peut pas être comparée. Est-ce que la génération qui viendra derrière ces jeunes gens, celle d'après, ne peut pas être tentée à vos yeux, même si je sais que chez vous la prophétie a mauvaise presse, de changer de mentalité? Il y a dans l'histoire des choses bizarres. Les deux pays qui ont provoqué la guerre la plus atroce de l'histoire, donc l'Allemagne et le Japon, sont aujourd'hui les pays les plus forts économiquement. Donc économiquement, ils ont gagné la guerre. Bon, c'est normal peut-être, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Le monde occidental a beaucoup aidé et le Japon et l'Allemagne. Mais l'énigme reste là. Pour les jeunes Allemands, leur vie n'est pas facile. Être fils de quelqu'un qui peut-être était bourreau, qui était tueur, ce n'est pas facile. D'autant que pendant très longtemps, l'Allemagne a occulté cette tragédie. Pendant très longtemps, dans leurs livres scolaires, on n'en parlait pas. Dans la vie politique, on ne mentionnait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait honte, bien sûr. Maintenant, les jeunes réclament le savoir. Et maintenant, il y a beaucoup de livres qui paraissent. Il y a des débats. Et dernièrement, vous avez lu sans doute dans la presse française aussi, puis la télévision, le phénomène Goldhagen. C'est un jeune chercheur de Harvard que je ne connais pas, mais moi j'ai fait la critique de son livre pour un journal anglais, l'Observer. Et en Allemagne, où la presse, la critique est atroce, féroce contre lui, mais les salles étaient pleines. Et les gens sont venus l'écouter. Et qu'est-ce qu'il leur disait, en fait, à ces Allemands-là? Il leur disait qu'écoutez, ce n'était pas seulement les SS qui tuaient. Il y avait aussi la Wehrmacht. Donc il y avait des complicités partout. Des choses dures, mais très très dures à prononcer en Allemagne. Mais les jeunes Allemands sont venus écouter. Ce qui est bien. Ce qui est bon signe. C'est bon signe. C'est bon signe. Donc, je pense une génération perdue, c'est la génération des parents, pas des grands-parents. Les grands-parents, c'était donc ceux qui ont vécu la guerre en tant qu'Allemands. Les parents ont occulté, ils ont eu honte ou peur. Et maintenant, des petits-enfants. Et j'espère qu'un jour, donc, un jeune Allemand sera chancelier à la place de Kohl et qui saura guider le peuple allemand vers une vérité qui fait mal, mais qu'on ne peut plus oublier. Je vous remercie. Je vous propose qu'on entame tout de suite notre discussion. Je ne sais pas si c'est vous, M. Bachelet, ou vous, M. Marcus, qui allez... Allez-y, je vous en prie. Bonsoir, Monsieur Wiesel. J'ai écouté votre état des lieux, j'ai écouté votre certain optimisme aussi, mais voici déjà 2 siècles, le philosophe allemand Emmanuel Kant avait écrit un projet de paix perpétuelle. Avant lui, Jean-Jacques Rousseau avait parlé de perfectibilité. Or aujourd'hui, vous l'avez dit, du Proche-Orient à l'Europe centrale, nous avons beaucoup de raisons de douter de cet optimisme. Alors ma question est simple, c'est celle de ma génération. Y a-t-il encore une bonne raison de croire en la raison des hommes? Non. Edouard, écoutez, j'ai toutes les raisons du monde pour ne pas croire. Et je pourrais vous les offrir. J'ai toutes les raisons du monde pour vous dire que l'homme est mauvais, que l'homme est cruel, qu'il y a dans l'homme un instinct de rigueur dans la cruauté et dans le destin de cette cruauté. Mais je refuse de vous donner ces raisons-là. Parce que je crois que si on s'arrête uniquement à la cruauté de l'homme, et non pas au dépassement que l'homme suggère et mérite, alors pourquoi avoir des enfants? Pourquoi vivre? Pourquoi continuer à éduquer et à étudier? Non, il faut donc vous dire que ces raisons existent.
et je suis sûr que vous les connaissez aussi, aussi bien que moi, peut-être presque aussi bien que moi. Mais malgré tout, il faut faire confiance à l'homme. Car sinon, nous dirions que la tragédie grecque continue. C'était quoi la tragédie grecque? Tout le monde était coupable, et les dieux et les hommes. Donc, la vengeance ou le châtiment qui en découle serait une catastrophe pour l'humanité. Je dis donc non, nous sommes libres, malgré tout, libres d'espérer. Je vous en prie. Bonsoir Monsieur Wiesel. Je vais revenir sur un conflit qui vous tient à cœur. En effet, depuis l'accession au pouvoir de Monsieur Netanyahou, le processus de paix au Moyen-Orient semble compromis. Pourtant, vous nous dites que vous espérez toujours. Sur quelle base pensez-vous que l'on puisse construire pour les peuples juifs et palestiniens une paix commune en Israël et au Proche-Orient? Pour des raisons pessimistes. Tout simplement parce que sinon, ce serait quoi? Une guerre qui continuerait. Écoutez, Israël ne peut pas être battu simplement. Israël c'est un pays fort, une armée puissante. Donc Israël ne se laisserait pas faire. Et je pense que les Palestiniens, avec M. Arafat, qui a beaucoup changé, vous savez, le titre de cette cité-là, la cinquième cité de nos jeunes amis, c'est le changement, la transformation. Arafat a beaucoup changé, et d'autres aussi ont changé. Et Arafat a compris qu'il n'y a que la paix, aussi provisoire, aussi ténue que possible, parce qu'on les voit à l'œuvre, mais la guerre n'est plus une solution. Deuxièmement, je crois que le monde dans lequel nous vivons n'accepterait pas un renouvellement de la guerre, un renouveau de la guerre et de la haine qui la motive. En Amérique, les élections vont s'achever, vont avoir lieu bientôt, donc le 5 novembre. En Europe, nous connaissons l'état d'âme de l'Europe. Les pressions sur Israël seraient puissantes pour ne pas revenir en arrière. Donc, je me dis qu'Israël veut la paix, donc aura la paix. Je vous en prie, on va poursuivre notre dialogue. Je vous propose une règle du jeu. Vous voulez poursuivre un peu Une question simplement. Allez, d'accord, encore un tour. Et après, je vous propose une règle du jeu. Un tout petit peu plus de lumière dans la salle, ce qui permettra à M. Wiesel et à moi de voir qui parle. Merci de vous présenter, puisque vous savez qui est votre interlocuteur. Et puis, on enchaîne tout naturellement. Je vous en prie, monsieur. Oui, Monsieur Wiesel, tout à l'heure, Monsieur Cavada, pardon, tout à l'heure, vous avez dit que l'Europe n'avait pas choisi. Et il me semble que le danger pour la paix aujourd'hui ne se situe pas seulement hors de nos frontières. Dans nos sociétés démocratiques aussi, il apparaît insidieux. En France, il a un nom, il a une représentation politique. C'est le Front National, qui développe un discours raciste, un discours haineux, sans que cela ne semble faire souffrir son ascension électorale. Je voudrais que vous me donniez, ainsi que ceux de ma génération, des clés pour lutter contre ce discours-là. Pensez-vous vraiment que moi j'ai toutes les réponses à vos questions? Je vais essayer. Ce qui vous fait mal me fait mal, bien sûr. Le Pen en France, Haider en Autriche, les intégristes un peu partout. Le danger, c'est le fanatisme. En venant ici, nous parlions avec un ami qui est là, André Bencourt, un très grand écrivain, nous parlions de danger des fanatiques parce qu'ils sont certains, ils ont la certitude. Et vous savez, Nietzsche disait déjà que la folie n'est pas une conséquence de l'incertitude, mais des certitudes. C'est ça la folie. C'est une folie meurtrière, inhumaine. Or, aujourd'hui, nous assistons à une montée intégriste dans le monde entier, ethnique, religieuse, politique. Et c'est grave. Dans l'islam, nous le voyons. Dans le christianisme aussi, et même dans le judaïsme. Après tout, l'année dernière, c'est presque, ça fait, je pense, 1 an depuis l'assassinat de Rabin. Vous savez, Rabin
est presque l'illustration de votre thème encore de changement. Moi, j'ai connu Rabin en 67. Il était alors commandant en chef de l'armée israélienne et il venait de remporter donc la plus glorieuse des victoires juives depuis l'Antiquité. Et je me souviens de sa timidité, d'ailleurs parfois troublante. On raconte que lorsqu'il s'est marié donc sous la choupa, donc sous la canopie, il y avait beaucoup de monde à son mariage. Alors il se tourna vers sa femme, sa jeune femme, et il dit, écoute Léa, c'est la dernière fois que je t'épouse. Alors moi, quand je l'ai vu, donc j'étais journaliste, en tant que journaliste, je l'ai vu dans le quartier général de l'armée israélienne. Et moi, j'étais timide, lui aussi. Alors pendant une demi-heure, on ne s'est pas parlé. Et à cause de ça, on est devenus amis. Il a fait un discours alors, à Jérusalem, sur le mont Scopus, en 67, où il parlait de la tristesse du vainqueur. Où il disait pourquoi les soldats israéliens n'ont pas célébré la victoire. Pourquoi il n'y a pas eu de défilé militaire dans les rues pour célébrer cette grande victoire? Parce que, disait-il, nous sommes tristes non seulement pour avoir vu nos amis mourir, mais aussi en face. Eh bien, cet homme a été changé par la guerre. Et cet homme, ensuite, a serré la main d'Arafat. Donc, on peut changer. Eh bien, les fanatiques ne changent pas. Le fanatique, c'est quelqu'un qui est habité, qui est envahi, qui est dominé par la haine. Et une fois que la haine s'installe, on ne peut plus l'extirper. Voilà ce qui m'inquiète et ce qui me trouble. C'est qu'il y a trop de haine, car il y a trop de fanatiques dans le monde. Bon, et après, que peut-on faire donc? Nous sommes en Sorbonne. En tant qu'ancien de la Sorbonne, je peux vous dire que je crois à l'éducation. Si vous voulez, s'il y a une réponse à la haine, s'il y a une réponse, je suis convaincu que l'éducation en est la composante principale. L'éducation veut dire éducation dans tous les sens du terme, à tous les niveaux, à la maison, au jardin d'enfants, à l'école, à la télévision. Il y a une éducation à faire. Or, elle manque. Je ne sais pas ce qui se passe en France maintenant, je peux vous dire qu'en Amérique, on y réfléchit beaucoup, car nous nous rendons compte que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est peut-être une théorie nouvelle de l'éducation, une approche, une tentative pour changer un peu l'homme, et on peut changer l'homme simplement en l'éduquant. Donc il faut trouver de meilleurs éducateurs un peu partout. Peut-être alors l'homme réussirait-il à vaincre ces démons, en tout cas à les désarmer. Je vous en prie. Qui veut prendre la parole, qui veut intervenir? Donnez-vous-en un plaisir, ce n'est pas tous les jours que ce plaisir-là est possible. Elie Wiesel, bonsoir, Fabien Dubué. Je voudrais évoquer avec vous la Bosnie. L'année 95 a été pour l'ONU une année un peu l'annus horribilis, et avec comme point d'orgue la chute de Srebrenica en juillet 95. Au moment des faits, la communauté internationale avait délégué ses responsabilités à 2 hommes, c'est peut-être faible. Pour la responsabilité politique, M. Yasushi Akashi, et pour la responsabilité militaire, le général Bernard Janvier. Je voudrais vous demander, et je mesure la gravité de ma question, si vous estimez, en votre âme et conscience, que ces 2 hommes portent une responsabilité. Je vous laisse libre de la définir, morale ou pénale. C'est ma question. Bon, je vous dirais, généralement, moi j'étais là, vous savez, j'étais en Bosnie en 80, dès que ça a commencé, 93 ou 94. J'étais là, j'ai vu, j'ai témoigné. Et j'ai fait appel à ceux que je connaissais,
qui étaient au pouvoir, aussi bien en France qu'en Amérique. Je n'ai pas été écouté. Moi, à l'époque, j'ai réclamé humblement, respectueusement, l'intervention. D'ailleurs, l'année d'après, l'Académie universelle que je présidais avait organisé ici même à la Sorbonne une grande conférence sur l'intervention. Car je crois que l'intervention est nécessaire et justifiée là où des hommes et des femmes sont tués. Et le monde entier alors était un peu responsable de cette tuerie, donc coupable de ne pas avoir fait plus pour arrêter cette effusion de sang, cette vague de violence bête, qu'on aurait pu arrêter tout de suite si les grands de ce monde avaient agi la première semaine du conflit, le premier mois du conflit. Je pense qu'on aurait pu éviter la guerre. Quant aux personnalités, vous savez, je ne parle pas de personnalité ici, je parle d'idées, de concepts, de responsabilité morale. On va changer d'aile, monsieur. Bonsoir, monsieur Vidal, bonsoir, monsieur Cavada. Jean-Paul Benoît, j'ai été parlementaire européen. Et d'abord, je voudrais remercier la Cité de la Réussite de ce qu'elle a fait. Nous avons aujourd'hui échangé des idées. Et quand on échange des idées, on apprend la liberté et on pratique la tolérance. Et ce soir, monsieur Wiesel, nous terminons avec vous. Vous êtes un citoyen du monde et un citoyen des idées. Je voudrais vous poser une question à propos de l'Europe, qui est en train de se faire avec difficulté. On nous a parlé ce matin des paramètres de convergence, de Maastricht, de l'économie. Mais cette Europe n'a pas encore une figure politique. Elle n'a pas encore un concept politique. Elle n'a pas trouvé sa voie politique dans le monde. Dans l'allusion que nous faisions au problème de la Yougoslavie, donc de l'Europe, cette Europe a été impuissante parce qu'elle n'existe pas. Je voulais vous demander, vous qui vivez aux États-Unis et partout dans le monde, comment cette Europe ou cette absence d'Europe est ressentie? Quel peut être son rôle si elle se fait demain en trouvant la voie d'une union politique? Et comment finalement vous ressentez ou non la nécessité d'une Europe qui serait à part entière partie prenante dans le débat politique international, ce qu'elle n'est pas encore? Il s'agit presque d'un rêve messianique, que le peuple abandonne leur souveraineté nationale, territoriale, économique, pour donc aspirer à quelque chose de plus haut, de plus élevé. Mais ça ne se fait pas en un jour. Je pense que l'Europe se fera. Ça prendra quelques années encore, mais je suis convaincu qu'au siècle prochain, il y aura l'Europe, sans doute au début du siècle prochain, avec des hésitations. Car toute nation aimerait sauvegarder sa souveraineté et sa spécificité. Le problème qui se pose, c'est le problème de l'identité nationale et de sa culture. Qu'est-ce qui va arriver? Les langues, par exemple. Les universités, n'est-ce pas, de chaque pays, les grandes universités de chaque capitale, de chaque cité, de chaque communauté. Qu'arriverait à ces universités-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on trouvera le moyen d'encourager chaque peuple de cultiver son passé, sa mémoire, ses trésors spirituels et culturels, tout en faisant de chaque culture une ouverture plutôt qu'une prison, car il s'agit de cela. Ça veut dire, culture ne veut pas dire opposé à d'autres cultures, mais plutôt une invitation à une association de chaque culture pour créer quelque chose de grand, de plus grand dans le dépassement. C'est arrivé en Amérique, les États-Unis d'Amérique. Donc un jour, il y aura sans doute les États-Unis d'Europe. Pourquoi pas? Et alors, le Messie serait en route et il parlerait quelle langue? Je me demande, il parlerait toutes les langues, ou peut-être serait-il très sage et silencieux.
Je vais saisir l'opportunité de la question de M. Benoît pour poursuivre un peu plus au-delà avec vous. Et je pense que le personnage que vous êtes et ce qu'il a forgé, les circonstances qui l'ont forgé, permet d'aller un tout petit peu plus loin. Une chose qui me frappe en Europe, c'est que lorsque les pères fondateurs de la première Union européenne, qui était une communauté économique du charbon et de l'acier, ce qui était assez modeste, mais en même temps fut très important pour notre développement, pour sortir des ravages de la guerre, ils avaient en tête et avaient exprimé en 1947 quelque chose qui me semble vraiment très fort. Ils avaient dit, en se tournant vers les peuples qui composaient l'Europe, et d'ailleurs en prenant le monde à témoin, plus jamais cela. C'est quelque chose de très fort qui a, à mon avis, duré pendant au moins 15 ans, qui a habité les consciences européennes et leur a été une sorte de moteur pour avancer, même si l'on se souvient que la tentative de, je le dis à l'usage des plus jeunes générations qui ne l'ignorent d'ailleurs sans doute pas, la tentative d'organiser l'Europe dans une communauté européenne de défense a avorté d'une façon brutale, mais au fond n'a pas cassé l'élan fondamental de l'Europe. Si l'on considère qu'aujourd'hui, de l'autre côté, les raisons invoquées pour la construction de l'Europe, je dirais les raisons philosophiques, sont très difficiles à définir. Les raisons politiques, au sens très noble du terme, car la politique a une noblesse, et quand elle n'en a plus, tout le reste est pire. Aujourd'hui, sont très floues et sont peu exprimées. Et au fond, nous n'avons comme raison aujourd'hui que des raisons techniques. L'union économique, l'union monétaire, le blocage des économies dans un système unique de référence qui n'est sans doute pas mauvais et qu'on appelle aujourd'hui les critères de convergence, qui veut dire en gros la mécanique qui va nous amener à la monnaie unique. Mais tout ça, est-ce que ça n'est pas que de la mécanique? Et au fond, quelles raisons pensez-vous qu'il faudrait dire aux Européens? Quelles valeurs politiques faudrait-il développer pour retrouver cette foi que les pères fondateurs avaient et qu'on a perdue dans la technicité, pour ne pas dire l'abondante technocratie de la construction européenne? Jean-Marie, le père fondateur, d'abord, c'était après la guerre, donc ils étaient contre la guerre. Or, là, ils avaient raison. Imaginez-vous la possibilité, ou une possibilité d'une guerre entre la France et l'Allemagne? Impossible. Ou bien la France, je ne sais pas, et l'Angleterre comme il y a des siècles. Faute de navires, c'est non. Non. C'est pas seulement cela, c'est aussi une conception du territoire. Pour quelques kilomètres, jadis, on se tuait, on se laissait tuer et on tuait. Maintenant, on passe la frontière sans passeport. Je trouve que c'est très beau, ça. Moi, qui ancien réfugié, je me sens toujours réfugié, donc toujours apatride. J'ai vécu en tant qu'apatride en France, vous savez, assez longtemps. Et moi, je n'oublierai jamais, n'est-ce pas, les jours que je passais à la préfecture de police pour obtenir un visa de sortie, les photos et tout et tout. C'est fini tout ça. Maintenant, on n'a plus besoin de tout cela. Et pourtant, il y a encore des réfugiés. Et vous savez que l'ancien réfugié que je suis a une passion pour les réfugiés. J'aimerais beaucoup tout faire pour expliquer leur sort, leur destin, et pour inspirer un peu de compassion pour eux, que ce soit en Amérique ou en Europe. Parce que je suis resté, avec tous les passeports que j'ai le passeport américain, car en France j'étais apatride, mais chaque fois que je traverse la frontière, j'ai toujours un peu un tremblement, une palpitation, j'ai peur qu'on me dise attention, non, indésirable. Et vous savez, je raconte toujours ça parce que c'est vrai, en Amérique, quand je conduis, quand il faut faire un demi-tour, j'arrête la voiture. Et je laisse ma femme faire le demi-tour. Parce que moi j'ai peur. Moi j'ai peur du policier. Donc, maintenant on n'a plus peur. Et cette absence de peur est une grande victoire. La peur des frontières. Pour le reste, il faut, comme disait, n'est-ce pas, quand même, Mitterrand, qui autrefois fut mon ami, Mitterrand disait il faut donner du temps au temps, n'est-ce pas? Il faut du temps. C'est une question de mentalité, de psychologie, et je dirais presque c'est une question d'humanité intérieure qu'on porte en nous-mêmes. Je vous pose cette question parce que je sens dans beaucoup de pays européens, et particulièrement en France actuellement, la tentation de faire tomber sur le projet européen la somme de tout ce qui ne va pas. Et j'ai très peur, mais c'est un point de vue personnel, encore que j'entends pas mal de personnes